Bienvenue à tous. Tabi est là et aujourd'hui, nous avons une histoire. Je vais vous la laisser l'écouter et, comme d'habitude, je la lirai et donnerai mon avis. J'espère que vous ferez de même dans les commentaires ci-dessous. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Ma nièce a craché au visage de ma fille de 4 ans pendant le dîner de Noël et a dit « Le Père Noël ne gâte pas les enfants comme toi ». Ma sœur a ri, puis a attrapé les cheveux de ma fille, lui tirant la tête en arrière. Ma mère a versé du chocolat chaud sur la robe de ma fille, lui brûlant la peau, puis l'a traînée par les jambes à travers la pièce. Je me suis levé et j'ai essayé d'attraper nos manteaux pour partir. Papa a bloqué la porte et m'a donné un coup de poing dans l'estomac. Ce que j'ai fait ensuite les a tous terrorisés. Le dîner de Noël avait été une erreur dès notre arrivée. Je l'avais su au fond de moi quand ma mère a ouvert la porte avec ce sourire forcé qui n'atteignait jamais ses yeux. Quand elle a jeté un coup d'œil à ma fille Claire, âgée de 4 ans, et n'a rien dit. Pas de bonjour, pas de joyeux Noël, juste une évaluation froide avant de s'écarter pour nous laisser entrer. Mon mari, Ethan, m'a serré la main en entrant dans la maison. 2 heures, a-t-il murmuré. Nous resterons 2 heures, puis nous partirons. Tu peux le faire. J'avais limité les contacts avec ma famille au cours de l'année écoulée. Le schéma de favoritisme était impossible à ignorer. Les enfants de ma sœur Courtney étaient loués et célébrés, tandis que Claire était à peine reconnue. Les réunions de famille dégénéraient en comparaison où Claire arrivait toujours en deçà. Où chaque étape qu'elle franchissait était ignorée ou minimisée. Mais c'était Noël. Et une partie stupide de moi espérait que l'esprit des fêtes inspirerait une décence élémentaire de la part de personnes qui partageaient mon ADN. Cet espoir avait été naïf. J'avais passé 34 ans à observer ma famille agir et rien dans leur comportement ne suggérait qu'ils développeraient soudainement de l'empathie ou de la gentillesse. Mais Claire avait demandé à voir grand-mère et grand-père pour Noël et j'avais fléchi, acceptant ce dîner contre mon meilleur jugement et les conseils d'Ethan. C'est ta famille, avait dit Ethan prudemment. Mais ils n'ont jamais traité Claire avec un respect élémentaire. Es-tu sûr de vouloir la soumettre à cela le jour de Noël? Peut-être qu'ils seront différents pendant les fêtes, avais-je argumenté, même en sachant à quel point cela paraissait ridicule. Ethan n'avait pas insisté. Il avait simplement dit, j'apporterai mon téléphone juste au cas où. À l'époque, je pensais qu'il était paranoïaque. Maintenant, je comprenais qu'il s'était préparé à ce qui allait arriver. La table de la salle à manger brillait de porcelaine et de cristal. Ma sœur Courtney était assise avec son mari et leurs 2 enfants, Nathalie, 9 ans, et Connor, 6 ans. Mes parents occupaient le bout et le pied de la table. Ethan, Claire et moi avons pris les places restantes, positionnées presque comme des après-pensées. Le dîner a commencé assez normalement. Conversation polie sur le travail et la météo. Mon père découpait la dinde pendant que ma mère apportait les plats d'accompagnement. Claire était assise à côté de moi, ses jambes balançant joyeusement sous la table, excitée d'être chez grand-mère et grand-père pour Noël. Puis Nathalie a parlé. Ma nièce de 9 ans a regardé directement Claire et a dit « Le Père Noël ne t'a pas apporté de beaux cadeaux cette année, n'est-ce pas ?» Le visage de Claire s'est effondré. Elle était si excitée par les cadeaux que le Père Noël lui avait laissés. Une licorne en peluche, des fournitures d'art, une nouvelle robe. « Oui, il l'a fait », a-t-elle dit doucement. « Ce n'est pas ce que j'ai entendu », a dit Nathalie en souriant d'un air cruel qui semblait bien trop sophistiqué pour une enfant de son âge. Le Père Noël m'a dit qu'il sautait les enfants comme toi. Avant que je puisse répondre, avant que je puisse aborder ce commentaire horrible, Nathalie s'est penchée sur la table et a craché directement au visage de Claire. La salive a coulé sur la joue de Claire. Ma fille est restée figée sous le choc, les larmes lui montant immédiatement aux yeux. Nathalie, j'ai commencé à me lever, tendant la main vers des serviettes pour essuyer le visage de Claire. Mais ma sœur Courtney riait. Elle riait carrément de la cruauté de sa fille. « Oh, Nathalie, tu es terrible », a-t-elle dit avec étonnement plutôt qu'avec reproche. Puis Courtney a traversé la table, a attrapé les cheveux de Claire dans son poing et a tiré brusquement la tête de ma fille en arrière. Claire a crié de douleur, ses petites mains se sont envolées vers son cuir chevelu. Lâche-la, je me suis précipité en avant, essayant de briser l'emprise de Courtney. La voix de ma mère a coupé le chaos. Ne sois pas si dramatique, Anna. Courtney joue juste. J'ai tiré Claire des mains de Courtney. Ma fille sanglotait maintenant, s'accrochant à moi.
Mes mains tremblaient de rage alors que j'essayais de la réconforter tout en traitant simultanément ce qui venait de se passer. Jouer? J'ai répété, ma voix s'élevant. Votre petite fille vient d'être agressée à votre table de Noël et vous appelez ça jouer? Tu exagères toujours, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. Elle s'est levée, prenant une carafe de chocolat chaud sur le buffet. Claire va bien. Elle a besoin de s'endurcir. Puis ma mère s'est approchée et a versé le chocolat chaud directement sur la robe de Claire. Les cris de Claire ont été immédiats et perçants. Le liquide était suffisamment chaud pour brûler. Je pouvais voir de la vapeur s'élever du tissu alors qu'il s'infiltrait jusqu'à sa peau. Elle s'est débattue dans mes bras, désespérée d'échapper à la douleur brûlante. Oh mon Dieu! Ethan a sauté, prenant des serviettes, essayant d'éponger le liquide chaud avant qu'il ne brûle davantage Claire. Mais ma mère n'avait pas fini. Elle a attrapé les jambes de Claire et a traîné ma fille hurlante hors de mes bras, la tirant à travers le sol de la salle à manger vers le couloir. Arrête! Tu lui fais mal. J'ai couru après elle, Ethan juste derrière moi. Ma mère a relâché Claire près du placard à manteau, ma fille s'écroulant sur le sol, sanglotant hystériquement, sa robe trempée de chocolat chaud, sa peau montrant déjà des marques rouges de brûlure. J'ai ramassé Claire, mes propres mains tremblant si fort que je pouvais à peine la tenir. Nous partons. Tout de suite. Ethan a sorti nos manteaux du placard pendant que je tenais Claire, lui murmurant des réconforts. Mon esprit était déjà en train de penser à ce qui devait se passer. Urgence, police, tout pour s'assurer que ma fille allait bien et que ma famille subisse les conséquences de cette agression. Mais quand Ethan et moi nous sommes dirigés vers la porte d'entrée, mon père s'est mis en travers de notre chemin à M80, 90 kg de muscles solides malgré ses 60 ans. Son visage était rougi de colère. Personne ne part, a-t-il dit, sa voix basse et dangereuse. Vous allez vous rasseoir et finir le dîner de Noël comme une famille normale. Dégagez, ai-je dit, ma voix étonnamment calme malgré ma terreur. Claire avait besoin de soins médicaux. Chaque seconde de retard pouvait aggraver ses brûlures. Fais-moi bouger, a défié mon père. Ethan s'est avancé, se plaçant entre mon père et moi. Nous emmenons notre fille à l'hôpital. Bougez. Le poing de mon père a heurté mon estomac avant que je ne le voie venir. Le coup m'a coupé le souffle et m'a plié en deux. J'ai trébuché en arrière, manquant de faire tomber Claire, haletant. Ethan m'a rattrapé d'un bras tout en nous protégeant de son corps. Vous venez d'agresser votre fille devant des témoins, a-t-il dit, sa voix mortellement calme malgré la fureur que je pouvais voir sur son visage. Témoins. Mon père a ri. Vous voulez dire ma femme et ma fille? Bonne chance avec ça. Il avait raison d'être confiant. Ma mère et ma sœur se tenaient dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, observant cela se dérouler avec satisfaction plutôt qu'horreur. Elles avaient toujours agi comme un front uni contre moi, rejetant mes préoccupations, niant mes perceptions, me faisant passer pour folle d'objecter à leur cruauté. Mais cette fois, c'était différent. Car ce qu'elle ne savait pas, ce à quoi l'arrogance de mon père l'avait aveuglée, c'est qu'Ethan enregistrait sur son téléphone depuis le moment où Nathalie avait craché au visage de Claire. Je pouvais le voir dans sa main, incliné pour tout capturer. L'agression de Nathalie. Courtney tirant les cheveux de Claire. Ma mère versant du liquide brûlant sur une enfant de 4 ans. Le fait de la traîner sur le sol. Mon père bloquant la porte. Son poing s'enfonçant dans mon estomac. Tout cela en vidéo avec l'audio. Ethan a lancé l'enregistrement et a montré l'écran à mon père. Vous disiez quelque chose à propos de témoins. Le visage de mon père est devenu pâle. Puis rouge. Puis violet de rage. Il a bondi vers le téléphone mais Ethan avait déjà envoyé la vidéo au cloud, à son email, à mon email. Elle était sauvegardée à plusieurs endroits avant que la main de mon père n'atteigne l'air vide. Dégagez, ai-je dit en me redressant malgré la douleur dans mon estomac. Ou j'appelle la police tout de suite et je leur montre cette vidéo pendant que nous sommes dans votre couloir. Tu n'oserais pas, a dit ma mère, mais sa voix a tremblé. Regardez-moi faire. J'ai sorti mon téléphone de ma main libre, Claire toujours serrée contre ma poitrine. J'ai une vidéo de 3 adultes agressant une enfant de 4 ans. Un adulte attaquant physiquement un autre adulte. Tout cela le jour de Noël. Comment pensez-vous que cela va être perçu par les forces de l'ordre? La terreur sur leur visage a été immédiate et satisfaisante. Courtney a attrapé le bras de son mari.
La main de ma mère s'est portée à sa gorge. Mon père s'est écarté de la porte, son expression passant de la rage au calcul. Maintenant, attendez, a-t-il commencé. Calmons-nous tous. C'est la famille. Nous n'impliquons pas d'étrangers dans les affaires de famille. L'avis de Tabi. Première pensée, comment cela s'intensifie-t-il si vite sans aucune hésitation? À mon avis, ce n'est pas un événement ponctuel. Les gens n'atteignent pas ce niveau sans un long historique de cruauté normalisée. Le comportement de la nièce aussi. Les enfants copient ce qu'ils voient. Cracher et dire quelque chose d'aussi précis, c'est appris, pas aléatoire, ce qui rend les adultes encore plus responsables. Votre mère versant du chocolat chaud, c'est le moment où cela devient quelque chose de vraiment dérangeant. Ce n'est pas méchant, c'est une intention de nuire à un enfant. Il n'y a aucune excuse là-bas. Et votre père vous donnant un coup de poing et bloquant la porte, cela montre un contrôle. Il ne s'agit pas seulement de blesser. Il s'agit de vous empêcher de protéger votre fille. L'enregistrement change tout. Sans cela, il l'aurait probablement nié et retourné l'histoire. Donc, oui, ce geste était crucial. Vous avez cessé d'être ma famille quand vous avez brûlé ma fille, ai-je dit froidement. Quand vous lui avez tiré les cheveux. Quand vous lui avez craché au visage. Quand vous m'avez frappé pour avoir essayé de la protéger. Ethan m'a aidé à enfiler mon manteau tout en se tenant entre ma famille et nous. Nous sommes sortis par la porte dans la nuit froide de décembre, Claire pleurant contre mon épaule, mon estomac me lançant là où mon père m'avait frappé. Le médecin des urgences a examiné les brûlures de Claire avec une expression sombre. Des brûlures au 2e degré sur sa poitrine et son estomac où le chocolat chaud avait traversé sa robe. Des ecchymoses sur son cuir chevelu là où Courtney lui avait tiré les cheveux. Des traumatismes dus au fait d'avoir été traîné sur le sol. Comment cela est-il arrivé, a demandé le docteur Foster. Ma mère lui a versé du chocolat chaud pendant le dîner de Noël, ai-je dit platement. Puis l'a traîné à travers la pièce par les jambes. La mâchoire du docteur Foster s'est contractée. Je suis légalement tenu de signaler cela au service de protection de l'enfance et à la police. Il s'agit d'une agression manifeste sur mineur. Bien, a dit Ethan. Parce que nous avons des preuves vidéo de tout l'incident. 2 policiers sont arrivés dans l'heure. Le détective Walsh et l'agent Brennan ont recueilli nos déclarations, photographié les blessures de Claire et regardé la vidéo qu'Ethan avait enregistrée. Leurs expressions sont devenues progressivement plus sombres en voyant ma nièce cracher au visage de Claire, ma sœur lui tirer les cheveux, ma mère verser du liquide brûlant sur un enfant, mon père me frapper à l'estomac. C'est l'une des choses les plus dérangeantes que j'ai vues, a déclaré le détective Walsh doucement. Plusieurs adultes se coordonnant pour agresser un enfant. Et la victime a 4 ans. Que se passe-t-il ensuite? J'ai demandé. Nous allons chez vos parents tout de suite pour procéder à des arrestations. Sur la base de cette vidéo, nous avons des preuves claires d'agression et de voies de fait sur mineurs, d'agression et de voies de fait sur adultes. De séquestration illégale et potentiellement de mise en danger d'enfants. Tous les adultes figurant dans cette vidéo feront face à des accusations criminelles. Même l'enfant de 9 ans, a demandé Ethan. Nathalie est en dessous de l'âge de la responsabilité pénale. Mais les services de protection de l'enfance enquêteront sur l'environnement familial qui a produit un enfant qui pense que cracher au visage de son cousin est un comportement acceptable. Les adultes qui l'ont encouragé en subiront les conséquences. L'agent Brennan était restée silencieuse pendant la majeure partie de l'entretien, mais elle a maintenant pris la parole. J'ai moi-même une fille de 4 ans, a-t-elle dit, sa voix tendue par une colère contenue. Ce que je viens de voir sur cette vidéo, je peux vous promettre que nous allons poursuivre cette affaire avec tout ce que nous avons. Aucun enfant ne mérite ce que le vôtre a subi. Le détective Walsh a hoché la tête. La vidéo est accablante. Nous avons plusieurs angles montrant une agression délibérée et coordonnée sur un enfant. Votre sœur qui rit pendant que sa fille crache sur la vôtre. Votre mère qui verse délibérément une boisson chaude sur une enfant de 4 ans. Votre père qui utilise la force physique pour vous empêcher de chercher de l'aide médicale. Ce n'est pas un litige familial. C'est une agression criminelle. Et nous la traitons comme telle. Vont-ils vraiment aller en prison, ai-je demandé, osant à peine l'espérer. Avec ces preuves, absolument, a dit le détective Walsh. L'accusation aura un dossier facile. La vidéo parle d'elle-même. Claire a été admise pour la nuit pour observation et traitement de ses brûlures.
Je suis resté avec elle pendant qu'Ethan rentrait chercher des affaires. Dans la chambre d'hôpital silencieuse, tenant la main de ma fille endormie, j'ai senti tout le poids de ce qui s'était passé s'installer sur moi. Ma famille avait agressé mon enfant. Pas dans un moment de colère ou d'accident, mais délibérément, en riant, traitant sa douleur comme un divertissement. Et quand j'ai essayé de la protéger, ils m'avaient physiquement empêché de partir et m'avaient aussi agressé. La terreur sur leur visage quand Ethan leur a montré la vidéo n'était que le début, mais ce n'était que le début. Mes parents, ma sœur et mon beau-frère ont tous été arrêtés cette nuit-là, accusés de voies de fait et coups et blessures sur mineurs pour les blessures de Claire. Mon père a été accusé de charges supplémentaires pour m'avoir agressé. Courtney a été accusé de charges liées à la traction des cheveux de Claire. Ma mère a été accusée des charges les plus graves pour les brûlures causées par le liquide brûlant. Leur mise en accusation a fait les gros titres des journaux locaux. 4 membres de la famille arrêtés après une agression au dîner de Noël sur une enfant de 4 ans. La vidéo, expurgée pour protéger l'identité de Claire, a été diffusée sur toutes les chaînes d'information. L'indignation publique a été immédiate et accablante. Mon père a perdu son poste de directeur de banque lorsque la vidéo est devenue virale. Ma mère a été licenciée de son poste de secrétaire d'école primaire, le conseil scolaire citant que quelqu'un qui brûlerait un enfant ne pouvait pas être digne de confiance auprès des élèves. L'employeur de Courtney, un prestigieux cabinet de marketing, l'a licencié pour conduite incompatible avec les valeurs de l'entreprise. La couverture médiatique a été incessante. Les chaînes d'information locales ont interrogé des experts en protection de l'enfance qui ont exprimé leur horreur face à la vidéo. Des organisations de parents ont publié des déclarations condamnant l'agression. L'histoire est devenue nationale lorsqu'une image fixe particulièrement dérangeante, ma mère en plein acte de verser le chocolat chaud, a circulé sur les réseaux sociaux. Ma famille a tenté de contrôler le récit. L'avocat de mon père a fait une déclaration affirmant que l'incident était un désaccord familial exagéré, que les blessures de Claire étaient mineures, que nous étions vindicatifs et avions manipulé la situation. Puis la vidéo complète non censurée a fuité en ligne. Quelqu'un au sein du département de police, contre le protocole, mais avec une conviction morale apparente, l'a diffusée à une chaîne d'information. En quelques heures, des millions de personnes avaient regardé ma nièce cracher au visage de Claire, ma sœur lui tirer les cheveux en riant, ma mère verser délibérément du liquide brûlant sur une enfant hurlante. La réaction du public a été accablante. La tentative de ma famille de minimiser ce qui s'était passé s'est évaporée sous le poids des preuves visuelles montrant à quel point l'agression avait été délibérée, cruelle et coordonnée. La banque de mon père a reçu des milliers de plaintes exigeant son licenciement. L'école primaire de ma mère a fait face à des manifestations de parents horrifiés qu'une personne ayant brûlé un enfant travaille quotidiennement avec leurs enfants. Les comptes de médias sociaux du cabinet de marketing de Courtney ont été inondés de personnes promettant de boycotter si elles n'étaient pas licenciées. Tous les 3 ont perdu leur emploi dans la semaine suivant les arrestations. Mais les accusations criminelles n'étaient que la première vague. J'ai engagé une avocate, Sandra Mitchell, spécialisée en droit de la famille et en dommages corporels. Elle a déposé une plainte civile contre les 4 adultes pour agression, coups et blessures, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et les coûts des soins médicaux de Claire et de la thérapie continue. Le procès réclamait $800 000 de dommages et intérêts. Ils ne paieront jamais ça, ai-je dit à Sandra lors de notre première rencontre. Ils le feront, a-t-elle répondu avec confiance. Votre père était directeur de banque avec des actifs substantiels. Vos parents possèdent leur maison en pleine propriété. Nous obtiendrons des jugements contre tous et nous poursuivrons le recouvrement de manière agressive. La vidéo rend cette affaire inattaquable. Le procès pénal a eu lieu 6 mois après l'agression de Noël. Claire a dû témoigner, ce qui m'a brisé le cœur, mais elle a été courageuse. Elle a raconté au jury, de sa petite voix, avoir été crachée, ses cheveux tirés, le chocolat chaud brûlant sa peau, et avoir été traînée sur le sol. La vidéo a été diffusée au jury. Plusieurs jurés ont visiblement reculé en voyant une enfant de 9 ans cracher au visage d'une enfant de 4 ans pendant que les adultes riaient. En voyant ma mère verser délibérément du liquide brûlant sur un enfant. En voyant mon père frapper sa propre fille. La défense a tenté de soutenir que la famille avait bu, qu'il s'agissait d'un malentendu, que les blessures de Claire n'étaient pas aussi graves que nous le prétendions. Mais le témoignage du docteur Foster sur la gravité des brûlures a démoli cet argument. Les photos des blessures de Claire, la vidéo montrant une intention claire, le modèle de plusieurs adultes participant à l'agression, c'était accablant. J'ai témoigné de l'historique de favoritisme,
de la façon dont ma famille avait traité Claire avec mépris dès sa naissance, du modèle de cruauté qui avait culminé lors de l'agression de Noël. Le procureur m'a demandé de décrire le moment où mon père m'a frappé à l'estomac. Je tenais Claire, essayant de partir pour lui faire soigner ses brûlures, ai-je dit, ma voix calme malgré les souvenirs qui affluaient. Mon père a bloqué la porte. Quand Ethan et moi avons quand même essayé de partir, il m'a frappé à l'estomac assez fort pour me plier en deux. J'ai failli faire tomber ma fille. Qu'est-ce qui vous traversait l'esprit à ce moment-là, a demandé le procureur. La terreur. Ma fille était brûlée et souffrait. Mon propre père venait de m'agresser pour m'empêcher de lui obtenir de l'aide. Je pensais qu'il ne nous laisserait peut-être pas partir du tout. L'avocat de la défense m'a contre-interrogé agressivement, suggérant que j'avais exagéré l'incident, que j'avais toujours été dramatique, que j'avais manipulé les événements pour punir ma famille de griefs non nommés. Mais la vidéo rendait ces arguments absurdes. Il n'y avait pas d'exagération. Pas de manipulation. Juste une documentation claire d'adultes blessant délibérément un enfant. Ethan a témoigné de l'enregistrement de l'incident, du coup de poing de mon père, de la terreur sur le visage de Claire. Une psychologue pour enfants a témoigné du traumatisme que Claire avait subi et nécessiterait des années de thérapie pour être traitée. Ma mère a pris la barre pour sa propre défense, une erreur. Elle a essayé de prétendre que le chocolat chaud n'était pas si chaud, que Claire se comportait mal et avait besoin de discipline, que j'avais toujours été trop protectrice et sensible. Le procureur a de nouveau diffusé la vidéo, s'arrêtant sur l'image où la vapeur s'élevait visiblement de la robe de Claire alors que ma mère versait. Cela vous semble-t-il être un liquide tiède? Ma mère n'a eu aucune bonne réponse. L'avis de Tabi. Pensez-vous que la vidéo est la seule raison pour laquelle la justice a réellement eu lieu? À mon avis, oui. Sans cela, cela aurait facilement pu se transformer en votre parole contre la leur. La vidéo a forcé la reddition de comptes. Aussi, le fait que plusieurs adultes aient participé, c'est ce qui le rend si dérangeant. Une personne qui perd le contrôle est grave, mais c'était un comportement de groupe. Cela en dit long sur l'environnement. Le fait que votre mère ait pris la barre est intéressant aussi. Honnêtement, cela montre à quel point elle est déconnectée, essayant toujours de le justifier même avec des preuves claires. Cela aggrave généralement les choses, pas les améliore. Autre chose, comment s'attendait-il à faire passer cela publiquement? On a l'impression qu'ils étaient tellement habitués à contrôler le récit au sein de la famille qu'ils pensaient que cela fonctionnerait aussi à l'extérieur. Verdict de culpabilité sur tous les fronts. Ma mère a été condamnée à 3 ans de prison pour voies de fait ayant causé des blessures corporelles à un enfant. Courtney a reçu 18 mois pour son rôle. Mon père a été condamné à 2 ans pour m'avoir agressé et avoir participé à l'agression de Claire. Mon beau-frère a été mis en probation pour ne pas être intervenu et avoir permis l'agression. Le procès civil a suivi. Le jury a accordé la totalité des 800 000 $ plus des dommages et intérêts punitifs, portant le total à 1,2 million de $. La maison de mes parents a été saisie et vendue. Leurs comptes de retraite ont été vidés. Courtney et son mari ont déposé le bilan, mais le jugement n'était pas libérable. Les victimes d'agression peuvent poursuivre les recouvrements indéfiniment. 3 ans après ce dîner de Noël, ma mère et mon père ont tous deux été libérés de prison. Ils avaient tout perdu, leur maison, leurs économies, leur réputation, leur cercle social. Ils ont essayé de me contacter par des intermédiaires, affirmant qu'ils voulaient s'excuser, reconstruire la relation. J'ai renvoyé tous les messages non ouverts. Parce qu'on ne reconstruit pas de relation avec des gens qui ont brûlé votre enfant pour se divertir. On ne pardonne pas aux adultes qui se sont coordonnés pour agresser une enfant de 4 ans le jour de Noël. On n'accueille pas de nouveau des membres de la famille qui vous ont frappé à l'estomac pour avoir essayé de protéger votre fille. Le procès civil avait été plus court que l'affaire pénale, mais tout aussi satisfaisant dans son résultat. Sandra a présenté au jury les factures médicales de Claire, plus de 45 000 $ pour les soins d'urgence, les soins de suivi, les consultations de spécialistes pour les brûlures, les coûts de thérapie projetés pour les années à venir. Les cicatrices physiques qui nécessiteraient une surveillance et éventuellement un traitement supplémentaire. Mais au-delà des dépenses médicales concrètes, il y avait le dommage émotionnel. Claire avait développé une grave anxiété lors des réunions de famille. Elle tressaillait lorsque les adultes la touchaient de manière inattendue. Elle faisait des cauchemars où elle était piégée, à propos de liquide chaud, de douleur. La psychologue pour enfants a également témoigné lors du procès civil,
expliquant comment le fait d'avoir été témoin de la cruauté adulte coordonnée à l'âge de 4 ans avait fondamentalement endommagé le sentiment de sécurité et de confiance de Claire, comment des années de thérapie pourraient aider. Mais ne pouvaient pas effacer entièrement le traumatisme. Cet enfant a été agressé par les membres de sa propre famille lors de ce qui aurait dû être une joyeuse fête de fin d'année, a expliqué la psychologue. Elle a appris que les adultes qui devraient la protéger pouvaient au lieu de cela lui nuire délibérément. Ce n'est pas quelque chose dont les enfants se remettent facilement. Le jury avait délibéré moins de 2 heures avant d'accorder la totalité des dommages et intérêts plus les dommages punitifs. Le message était clair. Ce que ma famille avait fait était inconcevable, et il le paierait de toutes les manières possibles. Recouvrer le jugement s'est avéré plus facile que Sandra ne l'avait initialement prévu. La pension de mon père saisie. La sécurité sociale de ma mère saisie. Le produit de la vente de leur maison est allé directement pour satisfaire le jugement. Les salaires de Courtney, une fois qu'elle a finalement trouvé un emploi après sa libération de prison, saisis au pourcentage légal maximum. Chaque mois, des paiements arrivaient, parfois petits, parfois plus importants, mais toujours un rappel que leur cruauté avait des conséquences financières permanentes qui les suivraient pour le reste de leur vie. Claire avait maintenant 7 ans, elle s'épanouissait en 2e année. Ses brûlures avaient guéri avec un minimum de cicatrices grâce à un traitement agressif. Elle n'avait aucun souvenir de la majeure partie de ce Noël. Le traumatisme l'avait effacé de son esprit, une miséricorde pour laquelle j'étais reconnaissante. Elle savait qu'elle avait des grands-parents et une tante quelque part, mais qu'ils avaient fait quelque chose de mal et que nous ne les voyions plus. Elle acceptait cela comme les enfants acceptent la plupart des réalités adultes, sans remettre en question les limites nécessaires qui la maintenaient en sécurité. L'argent du jugement avait assuré l'avenir de Claire, fonds pour l'université, coûts de thérapie, suivi médical. Ethan et moi avions utilisé une partie pour déménager dans une nouvelle ville, bâtissant une vie loin des personnes qui s'étaient montrées capables d'une cruauté inimaginable. Parfois, les gens me demandaient si je me sentais coupable d'avoir détruit la vie de ma famille, si engager des poursuites et mener l'affaire civile avait été trop dur, si les enfants méritaient de grandir en connaissant leurs grands-parents malgré les erreurs passées. Je leur montrais les photos des brûlures de Claire, la vidéo de ma mère versant du chocolat chaud sur une enfant hurlante, les dossiers médicaux documentant des semaines de douleur et de traitement. Les questions cessaient généralement. La guérison de Claire a été lente mais constante. Les cicatrices physiques se sont estompées plus rapidement que les cicatrices émotionnelles. Elle a passé 2 ans en thérapie intensive par le jeu, apprenant qu'elle était en sécurité, que les adultes pouvaient être dignes de confiance, que ce qui lui était arrivé n'était pas normal ou acceptable. Sa thérapeute, le Dr Chen, nous avait prévenu que le traumatisme pourrait refaire surface à différentes étapes de développement, qu'à mesure que Claire grandirait et acquérait une nouvelle compréhension de ce qui s'était passé. Elle pourrait avoir besoin d'un soutien supplémentaire pour le traiter. Pour l'instant, elle a intégré l'expérience comme de mauvaises choses qui se sont produites quand j'étais petite, a expliqué le Dr Chen. Mais à mesure qu'elle mûrira, elle comprendra plus profondément que les membres de sa propre famille l'ont délibérément blessée. Ce processus de compréhension peut être douloureux. Nous étions préparés à cela. Le fonds fiduciaire issu du jugement civil garantissait à Claire l'accès à toute la thérapie dont elle aurait besoin, ou aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Nous avions construit un réseau de soutien d'adultes bienveillants, d'enseignants, d'entraîneurs, de parents d'amis, qui lui montraient à quoi ressemblaient des relations familiales saines. Les parents d'Ethan avaient merveilleusement assumé le rôle de grands-parents. Il assistait aux événements scolaires de Claire, célébrait ses anniversaires, lui offrait un amour inconditionnel sans les dynamiques toxiques que ma famille avait apportées. Claire s'épanouissait sous leurs soins d'une manière qu'elle n'avait jamais connue avec mes parents. Parfois, je me demandais à quoi pensaient mes parents, assis dans leur petit appartement, travaillant à des emplois mal rémunérés pour payer les salaires saisis, regardant la petite fille qu'ils avaient brûlée s'épanouir sans eux. Ressentaient-ils du regret, des remords, ou juste du ressentiment d'avoir subi les conséquences? Leurs lettres suggéraient le dernier. Quand ils écrivaient, et j'en ai lu quelques-unes avant d'appliquer ma politique de renvoyer tout non ouvert, le ton était apitoyé plutôt que véritablement apologétique. Ils avaient été trop durs, admettaient-ils, mais j'exagérais en impliquant les forces de l'ordre. Ils avaient fait une erreur, mais la famille devrait pardonner. Jamais ils n'ont reconnu toute l'étendue de ce qu'ils avaient fait. Jamais ils n'ont exprimé une véritable horreur de leurs actions ou une compréhension du traumatisme de Claire. Il s'agissait toujours de leur souffrance, de leur perte, de leur désir de réconciliation à leurs conditions. Cela rendait le renvoi des lettres plus facile.
vous ne pouvez pas vous réconcilier avec des gens qui ne comprennent pas fondamentalement pourquoi brûler délibérément un enfant est impardonnable. Ce que j'ai fait ensuite, après ce moment où Ethan leur a montré la vidéo et que leurs visages se sont remplis de terreur, c'est de chercher toutes les voies légales disponibles. Poursuite pénale, procès civil, exposition publique, destruction complète des vies confortables qu'ils avaient construites tout en étant cruellement insensibles envers une enfant qu'ils considéraient comme inférieure. La terreur sur leur visage lorsqu'ils ont réalisé que nous avions des preuves n'était rien comparé à la terreur qu'ils ont dû ressentir lors des arrestations, des procès, des condamnations. En voyant tout ce qu'ils valorisaient s'effondrer parce qu'ils traitaient la souffrance de ma fille comme une plaisanterie. Ils avaient pensé pouvoir abuser de Claire en toute impunité, que la loyauté familiale les protégerait des conséquences, que je resterais silencieuse pour préserver la paix. Ils s'étaient lourdement trompés, et au moment où ils ont compris l'ampleur de ce qui allait arriver, ils n'ont rien pu faire d'autre que de regarder leur vie imploser pendant que la petite fille qu'ils avaient brûlée s'épanouissait dans une nouvelle vie construite loin de leur toxicité et de leur cruauté. La vidéo avait été le tournant. Sans elle, l'agression serait devenue une situation de vie, elle a dit où le front uni de ma famille aurait submergé mon témoignage. Ils auraient affirmé que j'avais mal compris, exagéré, fabriqué des événements pour les punir de griefs non nommés. Mais la vivacité d'esprit d'Ethan, sa décision d'enregistrer dès le début de la cruauté de Nathalie, avait capturé des preuves irréfutables. On ne peut pas discuter avec une vidéo montrant un enfant craché au visage pendant que des adulteries. On ne peut pas minimiser les brûlures lorsque les images montrent un adulte versant délibérément du liquide chaud sur une enfant de 4 ans qui hurle. On ne peut pas prétendre à la légitime défense quand on est filmé en train de bloquer une porte et de frapper quelqu'un qui tente de chercher de l'aide médicale. Avis de Tabi, une chose qui ressort. Ressentez-vous une quelconque culpabilité pour la tournure que cela a prise? Mon opinion, je ne pense pas qu'il s'agisse d'être allé trop loin. L'ampleur de la réponse correspond à l'ampleur de ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas simplement fait une erreur, ils ont versé dans l'abus pur et simple. Autre pensée, leur lettre. Pourquoi continue-t-il à le présenter comme une erreur? Pour moi, cela montre qu'ils n'ont pas réellement changé. Si quelqu'un le minimise toujours, il est toujours dangereux d'une manière différente. De plus, la partie financière. Est-ce que cela ressemble vraiment à de la justice? Honnêtement, cela ressemble plus à de la protection qu'à de la vengeance. Le fonds fiduciaire, la thérapie, le déménagement. C'est pour assurer l'avenir de Claire, pas seulement pour les punir. La partie la plus difficile, c'est Claire. Même si elle ne se souvient pas de tout, l'impact est là. Mais je pense que ce qui compte le plus, c'est ce qui est venu après. Elle a grandi dans un environnement sûr. Cela a probablement fait plus de guérison que toute autre chose. Cette vidéo les avait détruits plus complètement que toute confrontation ou dispute n'aurait jamais pu le faire. Elle avait montré au monde exactement qui ils étaient sous le vernis de respectabilité. Des personnes capables de cruauté coordonnée envers un enfant vulnérable. Des personnes qui trouvaient du divertissement dans la douleur d'une enfant de 4 ans. Parfois, tard dans la nuit, quand Claire dormait et qu'Ethan travaillait tard, je pense à ce dîner de Noël. Au moment où Nathalie a craché au visage de Claire et où j'ai vu ma sœur rire au lieu de la réprimander. À la cruauté calculée de ma mère en choisissant de verser du chocolat chaud au lieu d'eau froide ou de rien du tout. Au point de mon père s'enfonçant dans mon estomac. Ces moments avaient révélé des vérités fondamentales sur des personnes que j'avais passé toute ma vie à essayer de croire capables d'amour. Elles ne l'étaient pas. Du moins pas d'amour pour moi ou ma fille. Quelles que soient les dynamiques tordues qui avaient créé leur favoritisme envers Courtney et leur mépris envers moi, elles s'étaient métastasées en quelque chose de monstrueux. Des adultes prêts à se coordonner pour agresser une enfant de 4 ans le jour de Noël. Les conséquences légales, la prison, la ruine financière, les casiers judiciaires permanents, les réputations détruites, étaient des réponses appropriées à leurs actions. Mais la vraie victoire n'était pas leur punition. C'était le rétablissement de Claire. Sa capacité à guérir et à s'épanouir malgré ce qu'il lui avait fait. Elle avait 7 ans et s'épanouissait. Aimée par des gens qui savaient réellement aimer inconditionnellement. Protégée par des parents qui remueraient ciel et terre pour la garder en sécurité. Soutenue par une communauté d'adultes qui lui avaient montré que la cruauté qu'elle avait subie n'était pas normale ou acceptable. Ce dîner de Noël avait été destiné à nous briser, à nous rappeler notre place dans la hiérarchie familiale, à renforcer leur pouvoir et notre subordination. Au lieu de cela, il les avait brisés tout en nous libérant. La vidéo qui les avait remplis de terreur avait été la clé de notre libération de leur toxicité,
de l'obligation de maintenir des relations avec des gens qui feraient du mal à mon enfant, du faux espoir qu'il changerait un jour. 3 ans plus tard, assise dans notre nouvelle maison dans une nouvelle ville, regardant Claire jouer avec des amis dans notre cour, j'avais gagné l'affaire civile, refusant la réconciliation, construisant une vie qui excluait les personnes qui s'étaient montrées capables de brûler un enfant. La terreur sur leur visage quand Ethan leur a montré la vidéo n'avait été que le début des conséquences qu'ils avaient méritées par leur cruauté délibérée. Et les rires de Claire résonnant dans notre maison paisible étaient le son d'une enfance construite sur une sécurité réelle plutôt que sur les dynamiques toxiques qui avaient défini ma propre éducation. Une enfance qu'ils n'empoisonneraient plus jamais, peu importe le nombre de lettres qu'ils envoyaient ou d'intermédiaires qu'ils employaient, parce que certaines actions détruisent les relations au-delà de toute possibilité de réparation. Ce dîner de Noël, les crachats, les cheveux tirés, les brûlures, l'agression physique quand nous avons essayé de partir, avaient été leur dernier acte de cruauté envers nous. Ce qui a suivi a été la justice, pure et intransigeante. Des arrestations devant les voisins, des procès où leur cruauté a été exposée au monde, des peines de prison qui correspondaient à la gravité de l'agression d'une enfant de 4 ans, une ruine financière qui a garanti qu'ils passeraient le reste de leur vie à payer pour ce qu'ils avaient fait. La vidéo qu'Ethan a capturée n'a pas seulement documenté leurs crimes. Elle est devenue l'instrument de leur destruction complète, montrant à tous ceux qui l'ont regardé exactement le genre de personnes qui pouvaient rire pendant qu'une enfant criait de douleur. Et la terreur sur leur visage quand ils ont réalisé que nous avions des preuves n'était que le début de la perte absolue de tout ce qu'ils valorisaient pendant que leur petite fille brûlée grandissait, s'épanouissait, en sécurité et aimait loin de leur portée. Ils avaient pensé que le dîner de Noël renforcerait leur pouvoir sur nous, que les obligations familiales me feraient taire, que la douleur de Claire était la leur à infliger sans conséquence. Et au moment où Ethan leur a montré cette vidéo, au moment où leurs visages sont devenus pâles de terreur réalisant que nous avions des preuves irréfutables, ils ont compris trop tard qu'ils étaient enfin allés trop loin et que cette fois, il n'y aurait aucune échappatoire à la destruction légale systématique que je leur infligerais pour avoir osé brûler ma fille.